Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Bonjour l'Inspi, le podcast des personnes qui ont choisi de faire ce qu'elles aiment. Ce sont des entrepreneurs, des artistes, des cadres ou salariés qui adorent leur métier. Chaque lundi, je reçois un nouvel invité qui nous raconte son histoire, les étapes de son parcours et ses inspirations. Je lui pose mes questions, puis on discute, sans filtre, autour d'un café. Je suis persuadée que ces rencontres peuvent vous apporter à vous aussi la dose d'inspiration et de motivation dont vous avez besoin. Si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée et à laisser un avis 5 étoiles. Vous pouvez aussi suivre les coulisses du podcast sur le compte Instagram Bonjour l'Inspi_podcast. Merci beaucoup et bonne écoute. Bonjour Marie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Bonjour Cassandra. Je suis hyper contente de t'avoir. On va pouvoir parler de plein de choses, de ton parcours et de ta nouvelle aventure que tu débutes. Est-ce que déjà pour commencer, tu peux te présenter et présenter un petit peu ton parcours jusqu'à aujourd'hui ? D'accord, je commence quand ? Tu commences quand tu veux, les études, l'enfance, franchement, il n'y a pas de limite. D'accord, alors j'ai 46 ans, je suis Lorraine, j'ai grandi en Lorraine où j'ai fait mes années primaires, collège, lycée. Je suis venue à Paris pour faire ma prépa, j'ai ensuite fait HEC et j'ai eu un parcours en fait scolaire très linéaire et après professionnel aussi très linéaire. Ça marchait bien au primaire, au collège, au lycée, en prépa. J'ai fait ma prépa à Louis Grand. J'ai intégré et puis j'ai été recrutée par un premier cabinet de conseil en stratégie puis un deuxième. Enfin vraiment c'était le parcours classique il y a une vingtaine d'années quand on sortait de ce genre d'école. Et puis quand j'en ai eu marre de faire du conseil, parce que ça peut arriver, j'ai eu la chance d'être mise en relation avec quelqu'un qui s'appelle Georges Plassa, qui a été le patron de Carrefour et qui à ce moment-là était le patron de Vivarté, dans les grandes années Vivarté, et qui cherchait une chargée de mission. Et donc, c'est comme ça que je suis rentrée dans le retail et dans la mode. Par hasard, parce que j'ai de la chance vraiment, à un moment où justement j'avais envie de changer de voie et j'en avais marre du conseil. Et donc là a commencé mon aventure dans la mode et le retail. J'ai commencé comme chargée de mission et ensuite très vite j'ai fait du sourcing. Donc dans ce métier, le sourcing, c'est l'achat de produits et vraiment l'achat dans le sens pas structuration de collection, mais je vais dans les usines négocier et acheter les produits. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire. C'était autour des années 2000. Donc j'ai passé à cette époque beaucoup de temps en Chine, au Bangladesh, en Indonésie, parce que Vivarté achetait beaucoup là-bas pour le vêtement. Et c'est comme ça que j'ai appris ce que c'était qu'un vêtement. Parce qu'en fait, quand on les regarde et qu'on les achète dans des magasins, on se dit facile. Et en fait, quand on doit les acheter, on se rend compte à quel point c'est compliqué en termes de développement, de couleurs, de taille, de mise au point, combien les interactions peuvent être compliquées culturellement. Enfin, c'est vraiment... Voilà, donc j'ai appris ça. Et puis, au bout de 3 ans à arpenter l'Asie, parce que c'est vraiment ce que j'ai fait, j'en ai eu marre. Donc, je suis partie de chez Vivarté et j'ai eu la chance, encore une fois, d'être appelée par le groupe Etam, qui, à l'époque, se posait pas mal de questions sur la lingerie et notamment le rapport des 15-25 ans à la lingerie et qui avait dans l'idée de monter une nouvelle marque. Et donc, j'ai été recrutée par le groupe Etam pour monter cette nouvelle marque qui, c'est Undies en fait. Donc, j'ai été à l'origine de ce projet. Ça a été une expérience fabuleuse parce que ça a été monter quelque chose de rien, mais au sein d'un groupe qui avait des moyens, une expertise, etc. Voilà, on a ouvert la première boutique en 2007, la deuxième, la troisième. Il s'est avéré qu'on a tout de suite rencontré notre cliente et notre client et que la marque s'est développée très très vite en France. Au bout de 4 ans, j'avais envie de faire autre chose et donc le groupe Etam m'a proposé de reprendre la direction générale de la marque phare cette fois qui est Etam. Et donc ça c'était en 2011 et de 2011 à 2018 j'ai eu la chance de travailler au développement de cette marque assez fabuleuse. C'est une marque patrimoniale, historique, qui a 100 ans. C'est une marque archi-leader en France et en Europe sur la lingerie. C'est une marque qui est hyper bienveillante et puis en même temps qui a énormément de moyens. Et donc j'ai vraiment eu la chance de piloter cette marque pendant 7 ans. En 2018, j'en ai eu marre et donc je suis partie. Cette fois-ci, je suis partie pour rien, enfin en tous les cas en me disant je verrai bien. Enfin j'ai rien fait pendant 1 an, j'ai rien fait. J'ai voyagé avec mon mari, ma fille, j'ai fait beaucoup de yoga, j'ai couru, j'ai nagé, j'ai rencontré plein de gens, mais sans aucune arrière-pensée. Je ne savais pas si j'allais continuer dans le corporate ou créer
quelque chose ou à la limite aller travailler dans le vin dans le sud. Enfin, franchement, c'était très open. Et puis, au début de l'année dernière, j'ai commencé à me dire que j'avais en fait envie de monter quelque chose. Je me suis aussi dit que j'adorais la lingerie. Et donc, j'ai commencé à travailler au lancement d'une marque de lingerie. Donc, voilà. Ok, bah non, mais super beau parcours et c'est super intéressant. Mais du coup, je trouve ça marrant parce que tu dis que tu as eu beaucoup de chance. Est-ce que tu penses que c'est vraiment la chance qui t'a mené à avoir toutes ces expériences ou c'est aussi parce que tout simplement tu étais bonne dans ce que tu faisais, tu avais les compétences, t'étais... En fait, je pense que la chance ne tombe pas du ciel, hein. La chance, c'est un mélange de être toujours à l'écoute de la moindre opportunité, c'est être toujours en mode je rencontre les gens, j'aide les gens, du coup ils m'aideront un jour. Enfin, la chance, c'est pas juste une bonne étoile, mais oui, je pense je pense vraiment que j'en ai eu dans mes rencontres. Bien sûr que j'ai accumulé une expertise et que j'ai fait plein de choses avec conviction, beaucoup de travail et d'engagement qui ont fait que j'ai réussi pas mal de choses. Mais aussi, j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. J'ai su voir que c'était les bonnes personnes au bon moment et saisir l'opportunité. Mais je reconnais que à chaque fois que j'ai eu un petit coup de mou, après le conseil, après Vivarté, après Undies, j'ai eu très vite des opportunités, des rencontres qui ont fait que j'ai rebondi et que je suis repartie dans de nouvelles aventures. Donc je pense que bien sûr que c'est pas juste j'ai eu de la chance. C'est pas que de la chance, Mais, c'est un peu un mélange de tout mais, ça. mais je pense que la chance existe et que simplement ce n'est pas effectivement une bonne étoile, c'est des occasions et des opportunités à saisir. Et en fait, il n'y a pas très longtemps, j'écoutais un podcast parce que je trouve ça très inspirant et une personne qui parlait de la chance et qui disait que la chance, on en avait quand on en donnait aux autres en fait. Enfin, je crois beaucoup en ça en fait, que c'est en rencontrant des gens, en donnant des opportunités aux gens, en donnant leur chance aux gens qu'on se crée sa propre chance, etc. Donc oui. Ouais, donc c'est un peu ça. Donc c'est important. Bah oui, non, c'est sûr que c'est hyper important et je pense que c'est sûr que c'est une composante importante aussi d'une carrière et même d'une vie, hein, la chance, mais c'est aussi quelque chose qu'on va provoquer, comme tu dis. Et du coup, quand tu as quitté le conseil et qu'on t'a demandé, on va dire, plus ou moins de créer Undies, à ce moment-là, tu étais toute seule, tu créais ça toute seule? Non, je suis arrivée. Alors, Undies, c'était après Vivarté, donc j'avais déjà une petite expérience dans le retail et dans le vêtement, enfin dans la mode. J'ai été recrutée pour être chef de projet. Donc, j'ai intégré une toute petite équipe. Quand je suis arrivée, il y avait déjà 2 personnes. Une personne qui était chef de produit et une assistante style. Et donc, c'est vraiment à 3 qu'on a travaillé au lancement de cette marque. À 3, mais en ayant énormément de bonnes fées autour de notre berceau. C'est-à-dire qu'on était 3 à bosser jour et nuit sur le sujet, parce que quand on lance un projet, que ce soit en intrapreneuriat ou voilà, à l'extérieur d'une entreprise, forcément, on y passe énormément de temps, on y met énormément d'énergie, on y pense nuit et jour, etc. Donc, on était 3 comme ça. Et ensuite, on avait beaucoup de bonnes fées. On était supportés par les équipes ETAM. On a rencontré des gens qui nous ont aidés dans la com, sur la plateforme marketing. On a été aidés par les équipes sourcing du groupe. Donc, ça a été un projet extrêmement collectif. Je crois beaucoup dans le collectif et même si aujourd'hui, le projet que j'ai lancé, je suis seule dessus, en fait, je ne suis pas seule. C'est-à-dire que je me suis tout de suite entourée en freelance, les bonnes personnes, mais aussi d'un écosystème. Donc, un petit comité stratégique avec mes comités du business, une petite newsletter que j'envoie à mes proches, hein, parce que je pense qu'on peut monter quelque chose toute seule. Moi, je pense que beaucoup de gens disent faut être 2, faut être 3. Moi, je pense que ça dépend de la période de sa vie, ça dépend de son expérience accumulée, ça dépend de son caractère. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'entourer. Voilà, il faut s'entourer. Pas forcément d'un associé tout de suite ou d'une associée tout de suite, mais en tous les cas, d'un écosystème bienveillant et exigeant qui te fait avancer, en fait. Et donc, chez Undies, c'était ça. C'était 3 personnes dédiées. On a fait grandir l'équipe au fur et à mesure des succès, mais toute une série de gens autour de nous qui avaient envie que le projet marche et qui nous ont aidés en partageant leur expertise, leur sourcing, leurs conseils, en fait, et qui nous ont aidés à aller vite, à aller bien, à ne pas commettre les erreurs qu'eux-mêmes avaient pu commettre avant. C'est vrai que c'est une super position parce que, en gros, tu entreprends avec moins de risques quand oui. même parce que tu es entouré, tu Ouais, as l'expérience aussi autour de toi. C'est sûr. Donc, En fait, vraiment, c'est une expérience fabuleuse. Enfin, ça a été une expérience fabuleuse. Alors, je pense que ça l'est pas toujours. Ça a été fabuleux aussi parce que le groupe a joué le jeu. C'est-à-dire qu'ils ont joué le jeu de nous laisser faire. Enfin, on était vraiment... on avait nos bureaux, notre budget, nos moyens. On était très indépendantes. Je dis, on n'était que des filles au démarrage. Donc, on était très indépendantes. Et donc, ils ont joué le jeu de nous laisser faire et de nous laisser casser les codes et de nous laisser réinventer des choses en nous donnant des moyens. Je pense que c'est pas forcément
aussi chouette si il y a un actionnaire ou une entreprise qui est là sur ton dos, qui regarde tout ce que tu fais tout le temps, qui dit non, je... Enfin, vraiment là, en l'occurrence, le groupe ETAP nous a laissé faire, nous a laissé réinventer, nous a laissé prendre des risques. Et c'est ça qui a été fabuleux. Mais effectivement, c'est fabuleux parce qu'on est à la fois dans la réinvention ou dans la création de quelque chose, mais dans un écosystème qui est quand même plus stable que quand on est toute seule. Oui. Quoi. Non, c'est sûr. C'est vraiment une bonne situation et surtout si l'équipe est bienveillante, si le groupe est bienveillant. Parce que c'est sûr que si on te dit, bon, bah, tu fais ci, tu fais ça, bon, il n'y a plus trop d'intérêt, il n'y a pas de création, il n'y a pas de liberté. Et du coup, toi, parce qu'à ce moment-là, tu avais quand même travaillé dans le conseil, chez Vivarté, etc. Mais je suppose que tu étais peut-être un peu moins libre. Est-ce que cette liberté, cette envie de création, etc., s'est révélée à toi? Comment ça s'est passé à ce moment-là? Parce que c'était un peu nouveau, du coup. Alors, en fait, moi, c'était complètement nouveau, parce que avant, j'étais dans des jobs très cadrés, structurés, etc. Quand on est dans le conseil, c'est la structure absolue. Et même quand j'étais chez Vivarté, je faisais du sourcing et je faisais partie d'une équipe et j'avais une mission qui était claire et qui était, comment dire, réduite aussi en termes de scope. Donc là, ça a changé beaucoup de choses. Moi, je dirais pas que je me suis pas sentie libérée. Enfin, c'est pas la liberté que j'ai super valorisée dans cette aventure. C'est vraiment alors ça, peut-être que ça se rejoint, mais c'est vraiment la créativité, c'est la possibilité de réinventer les choses. Je n'étais pas libre. J'étais salariée, j'avais un brief qui était quand même très clair, j'avais des magasins qui étaient identifiés, j'avais un budget, enfin, j'étais pas totalement libre. Enfin, j'arrivais le matin, je repartais le soir, je rendais des comptes, bien entendu. Donc, j'étais pas libre. Mais tout d'un coup, ça a été vraiment une énorme ouverture en termes de créativité, de casser les codes d'un business qui est ultra codé, parce que le business de la lingerie, c'est un business qui est extrêmement codé, plein d'injonctions, plein de règles, etc. Et là, on s'amusait à le casser, à le triturer, à le repenser, etc. Et moi, c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est cette dimension très créative. Que tu n'avais pas forcément que avant. Pas du tout. Et du coup, là, tu t'es rendu compte que c'était quelque chose que tu aimais bien. Oui, je me suis vraiment rendu compte que c'était quelque chose que j'aimais bien. Bah oui, parce que tant qu'on n'y a pas touché, on ne sait pas forcément. Ouais. Et du coup, tu es resté donc 4 ans, c'est ça? De 2007 à 2011. Ouais. 4 ans chez Undies, donc on va dire à la tête d'Undies. Comment ça s'est passé ces 4 ans du coup? C'était génial. En fait, c'était génial parce qu'on est parti d'une page blanche pour arriver à un premier magasin qui était pas mal, mais bon, pas génial, mais dans lequel le premier jour, on a quand même fait un chiffre pas mal, même si pas génial. Et puis, quand je suis partie, il y avait, je pense, 60 ou 70 magasins. La boîte était d'ores et déjà rentable. Voilà, je suis passée de 3 personnes à une vraie équipe structurée. Je suis passée de je suis chef de projet à je suis DG. Je suis passée de tout le monde dans le groupe regarde ça en disant oui, ils sont sympas, ils font un truc un peu, bon bref. Mais c'est quoi ils me disent, mais ça a quand même l'air, ça commence à contribuer au groupe. Ça a été une expérience vraiment fabuleuse. Et en fait, moi, j'ai eu la chance de grandir avec la boîte. C'est-à-dire qu'au début, j'étais pas trop capable de gérer plus de 3 personnes parce que c'était mon niveau de maturité, mon expérience. Enfin voilà, j'en étais là en fait. Et puis cette boîte, elle m'a fait grandir parce que comme on a ouvert des magasins, recruté des gens, structuré la boîte, j'ai dû grandir en management, j'ai dû grandir en expertise parce que tout d'un coup, je me suis trouvée à travailler sur du produit, du style, du marketing, mais aussi de la logistique, mais aussi du digital, mais aussi du retail. J'ai dû apprendre à remercier un directeur de magasin qui était pas bien. Enfin tout ça, je savais pas faire, j'avais jamais fait. Donc en fait, j'ai vraiment eu cette espèce de... Ça a été fabuleux parce que dans un contexte d'hypercroissance, que forcément c'était de la création, donc on faisait des croissances à 2 chiffres, on ouvrait des magasins, enfin on est porté par le chiffre, on est porté par la création. Et moi, dans ce contexte hyper joyeux, quand même très facile, j'ai gagné en expertise et voilà, je me suis construite en fait. Donc, ça a été une période assez géniale. Ouais, assez génial. Ouais. Et du coup, tu as grandi avec la boîte, c'est ça que tu dis. Ouais. Et du coup, pourquoi, au bout de 4 ans, tu as eu envie de faire autre chose? Parce que c'est quand même assez jeune dans la création, la création d'une boîte. Qu'est-ce qui Alors déjà, c'est pas pareil, je pense, quand c'est ta boîte et quand c'est pas ta boîte. Et là, c'était pas ma boîte quand même. Et donc, j'étais un peu au bout d'un cycle. Il fallait continuer à ouvrir, fallait lancer le digital. J'avais pas forcément envie de faire ça. En tous les cas, je commençais vraiment à me poser des questions et à me dire, OK, c'est quoi la prochaine étape? Voilà. Tu as fait en sorte que ça roule bien, que ça décolle et après, oui, et je crois que j'avais envie de passer à autre chose. Une nouvelle aventure, une nouvelle stimulation,
intellectuelle et tout. Et du coup, après, on t'a proposé de devenir DG d'Etam. Comment ça s'est fait, ça aussi? Alors ça a été un truc assez marrant parce qu'en fait, c'était un peu dans l'air. Voilà. Il y avait une DG d'Etam qui était partie, donc le poste était vacant. Et donc, l'actionnaire pensait à moi. Moi, je me disais, mais c'est pas fait pour moi, c'est trop gros, c'est trop compliqué. Et puis, moi, je sais gérer un petit truc en forte croissance, je sais pas gérer un aussi gros truc qui va pas forcément très bien, en tous les cas, sur toutes ces activités, plus qui est international. Enfin, c'était beaucoup plus compliqué. Et du coup, j'étais... Enfin voilà, c'était dans l'air. Hein. Et puis un jour, j'ai dit au DG, qui est aussi l'actionnaire, bon, en fait, je postule pour le job de DG d'État. Et lui, il m'a dit, ben, ça tombe bien parce que si tu postulais pas aujourd'hui, moi, je lançais une chasse. Donc ça s'est un peu fait comme ça. C'est pour ça que je dis que c'est aussi quand même une histoire de chance et de moments et qu'il faut saisir sa chance. Et là, je me suis embarquée dans une histoire qui avait rien à voir avec Undies. Que Undies, c'était vraiment la fête. Undies, c'était la fête. C'est-à-dire que Undies, c'était la fête. On rigolait tout le temps. On partait en voyage d'achat. Enfin, c'était extrêmement joyeux. On osait tout. Enfin, comme on n'avait pas les minimums de quantité, du coup, on allait chercher les tissus sur les marchés. Il y avait une espèce de créativité ultra joyeuse qui est nécessaire quand on part de pas grand-chose, même si on est bien entouré, en fait. Et puis, il y avait cette espèce de folie de la performance et des bons chiffres qui font que, en fait, dans les métiers du retail, quand on fait des bons chiffres, on arrive le matin, on a le sourire jusque-là, et quand on fait des mauvais chiffres, on fait un peu la gueule. Donc, moi, j'ai passé 4 ans fabuleux, et chez Etam, ça a été beaucoup plus compliqué parce que je suis arrivée, ça allait pas super bien et j'étais pas spécialement entendue par les équipes, alors que ça se passait hyper bien chez Undies. Et voilà, tout était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus lourd, beaucoup plus... Et moi, j'avais l'impression un peu de marcher sur l'eau, et surtout d'être capable de marcher sur l'eau quand j'étais chez Undies. Et puis quand je me suis retrouvée chez Etam, je me suis rendu compte que je marchais pas du tout sur l'eau. J'étais pas du tout une superstar, que en fait, il allait falloir quelque part tout réapprendre. Et donc, j'ai dû réapprendre à travailler avec une autre génération de gens, déjà, d'équipe, qui avaient beaucoup plus d'ancienneté, parce qu'Undies, on a créé l'équipe au fur et à mesure, que des gens hyper jeunes, hyper engagés, etc. Et Tam, il y a des gens qui sont là depuis 15, 20, 25 ans, qui ont vu passer je sais pas combien de DG, donc la Xème, on s'en fout un peu. Et il a fallu que je réapprenne à travailler complètement différemment. Et en plus, avec beaucoup plus de visibilité, parce que Undies, c'était tout petit, ça marche pas, ça marche tant mieux, ça marche pas, c'est pas très grave, en tous les cas à l'époque. Et Tam, c'était le vaisseau amiral du groupe, donc tous les yeux étaient rivés sur moi. Voilà, ça a été complètement autre chose. Et donc là, pour le coup, en termes d'expérience personnelle, ça a été super intéressant parce que je me suis rendu compte que je ne savais pas faire plein de choses. En fait, je pensais que je savais manager, je savais pas manager, je savais manager des équipes jeunes et motivées. Ça, tout le monde sait le faire. Voilà. Et engagées. Donc voilà. Et en fait, je me suis retrouvée chez Tam, je me suis rendu compte. Et qui avaient envie de travailler avec moi. Donc je me suis retrouvée chez Tam avec des gens qui n'avaient pas forcément envie de travailler avec moi, qui n'étaient pas forcément super motivés par le projet, qui n'étaient pas forcément super engagés. Enfin, pas tous en tous les cas. Et donc là, j'ai dû apprendre. Comment est-ce qu'on fait pour créer du collectif là où il n'y en a pas et là où le trend de business n'est pas autoporteur et fait pas que il suffit de parler des chiffres pour mettre des étoiles dans les yeux des équipes et faire que les choses se passent bien. Donc ça a été une aventure humaine au démarrage très dure pour moi. Parce que j'ai fait plein d'erreurs, parce que j'ai pas su justement actionner les bons leviers, parce que j'ai pas su jouer le collectif au démarrage. Voilà, j'ai appris le métier en faisant quoi. J'ai appris en marchant, mais ça a été aussi une super belle aventure parce que on a et je dis on parce que c'est vraiment l'équipe. Donc moi et les gens en place, on a vraiment transformé la marque et on en a fait une marque beaucoup plus désirable, avec vraiment de la performance et une transformation visible de la proposition qui était faite à la cliente. Donc ça a été une très belle aventure, mais beaucoup, beaucoup plus dure en fait dans le quotidien et dans l'expérience personnelle que Undies. Voilà, Undies, ça reste une espèce de parenthèse enchantée de ma vie professionnelle. Voilà. C'est sûr que quand on parle, ça a l'air beaucoup plus compliqué. Et ça me paraît logique parce que c'est un beaucoup plus grand groupe. C'est pas du tout. Quand tu es au début et que ça fait déjà plusieurs décennies que la marque existe, c'est quand même différent. Et 100 ans. Voilà. Moi, j'étais là. Donc, j'ai organisé les 100 ans d'Etam. C'est pas rien. C'est avoir entre les mains une marque qui a 100 ans.
c'est une responsabilité qui va bien au-delà de créer une marque. Voilà. C'est-à-dire que c'est la responsabilité d'un patrimoine, c'est la responsabilité d'équipes hyper nombreuses, multinationales. Enfin, il y a un espèce de truc beaucoup moins léger. Même si c'est de la lingerie, on va pas sur la lune, tout va bien. Ça reste un business joyeux, mais c'est plus... Enfin, voilà, c'est un peu moins détendu. Voilà, c'est ça. Mais du coup, tu dis que tu as appris sur le tas, mais pour moi, je sais pas ce que ça veut dire être DG. Enfin, c'est-à-dire que j'imagine pas du tout ce qu'on fait en tant que DG. Donc déjà, qu'est-ce que tu faisais et comment concrètement tu as appris? Parce que tu avais déjà l'expérience d'Undies, mais bon, devenir DG d'Etam, j'imagine pas le truc. Pour moi, ça me paraît être la lune. En fait, en tant que DG, ce qu'on fait, c'est qu'on se met d'accord avec un actionnaire ou alors un DG du groupe sur une vision et un chemin pour y arriver pour une marque. Et ça, c'est hyper important. Ça, c'est le démarrage de tout. Et ensuite, on porte cette vision auprès des équipes. Et on fait que les équipes croient dans cette vision et s'organisent pour atteindre cette vision. Et du coup, ça veut dire que en fait, il y a un temps stratégique qui est vraiment important, qui se fait tous les 3 ans, mais qui se fait aussi en vérité chaque année au moment du budget, voire tous les 3 mois au moment où on parle avec l'actionnaire et on fait un point sur le business. Et ensuite, on repart avec ces équipes et on met tout en œuvre pour que cette vision se réalise. Et donc, il y a un vrai sujet de, ne jamais lâcher sur la vision, même si les chiffres ne sont pas faciles tous les jours, même si certains jours on doute, on a la responsabilité d'une équipe derrière qui doit y croire et on ne peut pas se permettre de changer d'avis tous les 4 matins. Et ensuite, le gros sujet, c'est de faire que les équipes adhèrent à cette vision et travaillent ensemble pour la réaliser. Et donc, c'est vraiment ça. Et du coup, quand je te dis que j'ai appris, la grosse chose que j'ai apprise, c'est à manager. Et comment je l'ai appris? Je l'ai appris en faisant des erreurs et ensuite je l'ai appris en acceptant de me faire accompagner. C'est-à-dire que beaucoup de gens se disent le management, c'est inné, on l'a ou on n'a pas, si on est charismatique. Non, en fait, le management, c'est 2 choses. Premier passage, c'est une boîte à outils, c'est des choses qu'il faut savoir faire. Et ensuite, la deuxième chose, c'est de trouver le management qui va avec ta personnalité et puis de faire aussi un peu bouger ta personnalité pour que ce soit plus efficace. Et du coup, moi, j'ai vraiment procédé en 2 temps. J'ai eu un premier temps où je me suis fait accompagner par un coach qui m'a aidé sur les outils. Voilà, comment est-ce qu'on fait bien un entretien, comment est-ce qu'on recadre correctement, comment est-ce que tu actionnes le collectif, quels sont les rituels que tu dois avoir en collectif pour tirer le meilleur de tes équipes, etc. et pour créer ce collectif. Et ensuite, j'ai eu un deuxième temps où j'ai travaillé avec un autre coach et là, sur comment est-ce que vraiment j'adapte ces outils à moi, parce qu'il y en a certains qui me convenaient mieux ou que j'arrivais bien à manipuler, d'autres que je maîtrisais moins, etc. Et notamment quand on est, je ne sais pas si c'est aussi important quand on est entrepreneur, mais en tous les cas, quand on est DG dans une structure telle qu'Etam, où on a un manager et un actionnaire auquel on rend des comptes et où on a des grosses équipes, c'est super important d'être professionnel à la fois dans ses interactions avec son management et son actionnariat et à la fois dans son interaction avec ses équipes. Je pense que c'est important dans tous les cas, mais en tous les cas, dans une entreprise aussi importante, aussi bien en termes, encore une fois, c'est pas Airbus, mais il y a beaucoup de monde et je pense que c'est très important d'avoir une approche très structurée des choses. Oui, que j'avais pas, parce que les choses se sont faites au fil de l'eau, tout le monde était content d'être là et puis voilà. Et puis tu connaissais tout le monde et voilà, tu avais aussi créé la boîte, donc tu avais aussi peut-être une légitimité aussi un peu plus importante, tout ça, donc c'est sûr que oui, je pense que tu as plutôt intérêt à être structuré et à être sûr de toi quand tu es un peu capitaine du navire d'Etam. Et du coup, comment tu as vécu ces années où tu dis qu'au début c'était un peu compliqué, et tu savais pas si tu allais forcément y arriver? Très dur. La première année était très très dure, mais dure physiquement, émotionnellement. Je me suis dit que j'allais pas y arriver, j'arrivais pas. Quand je suis sortie du premier comité de direction Etam, donc c'est une réunion que j'organisais toutes les semaines avec mes N-1, donc le premier comité de direction, j'en suis sortie et je me suis dit j'y arriverai pas. En fait, j'y arriverai pas, ils veulent pas de moi, ils ont pas envie de travailler avec moi, ils sont tous fermés. Enfin, j'avais vraiment, imagine une salle de réunion, 10 personnes, qui sont les 10 personnes qui te reportent directement et personne ne parle, personne ne rebondit quand tu lances des sujets. Enfin, tu vois, une espèce de... Et je me suis dit, j'y arriverai pas, en fait, c'est pas possible. Et donc, imagine, tu pars de là, forcément, il y a un stress énorme, une remise en question de ta personne. Donc, vraiment une première année très, très dure. Et puis, au fur et à mesure, en travaillant avec les gens,
en leur faisant comprendre que, ok, j'étais DG, mais je savais ce que c'était qu'un produit, je savais ce que c'était qu'un entrepôt, j'étais capable d'aller négocier des prix en Chine, j'étais capable de, enfin voilà, et puis que je savais que j'avais pas la science infuse, que je me formais sur des choses, que je savais que j'avais mal fait certaines choses au démarrage, etc. Enfin, notamment en termes de management. Et ben, au fur et à mesure, les choses se sont, voilà, l'engrenage s'est inversé et on est reparti dans un bon sens. Alors, il y a aussi certaines équipes qui ont été remplacées. Il y a des gens dans le comité de direction qui n'avaient pas du tout envie de travailler avec moi. Bon, ça a été au moins un moment. Bon, bah, ça a été moi. Voilà, donc j'ai aussi recréé une équipe de gens qui avaient plus envie du nouveau projet, etc. Et c'est comme ça que c'est reparti. Et ensuite, j'ai vécu vraiment des très belles années parce qu'une fois que, alors même si je pense que tous les business sont pareils, mais le retail, c'est vraiment horrible parce que tous les magasins, tu lèves les rideaux, tu ouvres ton magasin, puis tu es à zéro de chiffre, quoi. Voilà. Et puis tous les matins, il peut se passer 12 milliards de trucs. Et tous les soirs, quelque part, tu as un bilan versus l'année précédente. Enfin, tu es vraiment confronté à une forme de performance quotidienne quasiment à l'heure, en fait. Tu vois, donc, tu es vraiment sous pression. Mais j'ai quand même vécu voilà, des très belles années parce qu'on a lancé des nouveaux business, on a lancé de nouvelles activités, on a développé à l'international. Et puis, avec une équipe qui, clairement ronchonne au départ, s'est lancée dans l'aventure et dans cette aventure de transformation de marque. Donc, je suis très contente de ces années. Et ce qui est très marrant, c'est qu'aujourd'hui, que je travaille seule, même si entourée, mais quand même seule pour beaucoup de sujets, je me rends compte de la chance que j'avais d'avoir cette équipe. Et pas que le comité de direction, donc les gens avec lesquels tu travailles en direct, mais aussi tous les experts, que ce soit au style, en logistique, au commercial, dans les magasins. En fait, la richesse de ces équipes, alors quand tu y es, tu t'en rends quand même compte, mais alors quand tu y es plus, que tu réfléchis à des sujets, tu te dis, ah mais là, il faudrait que je puisse parler avec telle personne, là, il faudrait que je puisse interagir avec telle personne aussi. Enfin, voilà, c'est une boîte très riche en termes de people et d'expertise. Mhm. Bah oui, parce que là, c'est ce que tu dis, hein, tu es passée de très entourée à toute seule. Et justement, pour comprendre un petit peu pourquoi cette bifurcation, qu'est-ce qui a fait, du coup, pareil, que tu as voulu arrêter chez Etam? Ça a duré combien de temps déjà? 6 ans? Alors, ça a duré 7 ans. Donc, 7 ans chez Etam et 4 ans chez Undies, donc 11 ans dans le groupe. Moi, ça faisait plusieurs mois que je me disais, j'ai eu une très belle première vie professionnelle. Et qu'est-ce que je vais faire dans la deuxième? C'est-à-dire que je sentais, j'avais une forme d'intuition qu'il allait y avoir une rupture et que ma seconde vie professionnelle, parce que j'ai 46 ans, donc je me dis 20 ans, ou enfin bon. En tous les cas, que la seconde partie de ma vie professionnelle n'allait pas être le prolongement de la première. Donc ça, je le savais quelque part, mais je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Et puis, je pense que avant l'été 2017, si je raconte l'histoire, je commençais à me dire, c'est bizarre, mais quand je choisis, quand je parle de nœuds avec les équipes style, ou quand je parle de photos avec les équipes marketing, ou de process logistique avec les équipes logistiques, je suis moins dans le truc. Bon, j'y suis quand même encore beaucoup, hein, mais un peu moins. Et du coup, je m'étais dit, je vais faire un break. Je vais partir 5 semaines. Donc, j'ai demandé à mon DG actionnaire 5 semaines de vacances. Et je suis partie 5 semaines et je suis allée me poser chez moi dans le sud, parce que je suis lorraine, mais ma région d'adoption, c'est l'Aude. Donc, j'ai une maison entre Narbonne et Perpignan. Et je suis allée me poser là-bas. Et pendant 5 semaines, je n'ai rien fait. Je n'ai pas du tout pensé à tout ça. Je savais que j'avais besoin de décanter, en fait. Et en rentrant, c'était évident. Donc, en rentrant, j'ai parlé avec mon DG actionnaire. Je lui ai dit, voilà, c'est fini. Donc, je peux rester. Pas 1 an, mais je peux rester 5, 6, 7 mois, le temps de gérer une transition. Mais pour moi, c'est fini, je passe à autre chose. Et je ne savais pas ce que j'allais faire du tout, mais je savais que ce job-là et cette vie-là, c'était fini. C'était Le fini. cycle avait... Voilà, le cycle était fini. Après, je pense que c'est aussi lié au cycle d'Etam. C'est-à-dire que je pense que 7 ans pour une marque, on a le temps de faire beaucoup de choses. Et puis, au bout de 7 ans, on arrive à un moment où on se dit, maintenant, il faut repartir réécrire une nouvelle aventure. Peut-être que j'avais pas non plus envie de réécrire cette nouvelle aventure pour cette marque. Je pense que c'est un peu un mélange de pas mal de choses, mais c'est un alignement d'étoiles, aussi, une forme de chance. C'est-à-dire que je pense que c'était le moment pour la marque, c'était le moment pour moi, c'était un peu le moment pour tout le monde. Et donc, j'ai quitté Etam en février 2018. D'accord.
Et donc là, tu savais absolument pas ce Non. que tu Non, je ferais savais après. pas. J'étais même un peu. Est-ce que tu voulais faire autre chose directement? Enfin, Non. t'avais juste en tête Mais d'arrêter oui, puis le lendemain du jour où j'ai arrêté, je suis allée nager parce qu'à l'époque je nageais beaucoup. Maintenant je cours, mais à l'époque je nageais et j'étais dans les vestiaires de la piscine et j'étais là. Mais qu'est-ce que j'ai fait comme connerie, quoi? Ça y est, j'étais. Enfin, et là, je suis plus rien. Mon téléphone sonne plus, j'ai plus de mails. Alors, j'ai appelé mon mari et je lui ai dit, ah là là, j'ai fait une connerie. Il m'a dit non, tu vois, juste tu dois. Là, il faut que tu lâches. Et j'ai eu du mal à lâcher parce que il y a eu quelques mois, j'ai rien fait, ça c'est vrai, mais il y a eu quelques mois où je me suis dit, je vais y retourner. Ouais. Voilà, je vais y retourner, même chez Etam, quoi. Enfin, voilà, donc, et puis au fur et à mesure du temps, en lâchant, en rencontrant des gens, enfin, la clé de cette année, ça a été vraiment d'accepter de rien faire. Je sais que c'est une angoisse pour énormément de gens, et notamment de gens de ma génération, c'est-à-dire, et en plus à 46 ans. Se dire, tu fais rien pendant un an, mais c'est pas possible. Moi, je peux pas. Enfin, il y a plein de gens qui disent, je peux pas. Moi, je peux. Et ça a été une des clés pour moi, c'est de rien faire. C'est-à-dire de pas me dire, je vais me mettre dans une assoce, faire tel truc. Non, rien. Voilà, fais que des trucs qui te font plaisir. Fais plus de yoga pour devenir meilleur au yoga. Organise un grand voyage. Donc, on a fait un road trip avec ma fille et mon mari. Mais ne fais que des choses pour toi. Ne remplis pas forcément ton agenda. Accepte que tu aies des journées où tu vas rien faire. Va au cinéma à 2 heures de l'après-midi, un jeudi. C'est pas un problème. Et ça a été vraiment une des clés de mon chemin. Et la deuxième clé de mon chemin, ça a été de rencontrer énormément de gens. Donc, j'ai fait plein de déjeuners, de drinks, de cafés, et avec plein de gens. Des gens avec lesquels j'avais travaillé à 20 ans et que j'avais finalement plus revu, mais simplement parce que nos chemins c'était, mais on s'aime bien quand même, donc voilà. En plus j'ai passé plutôt des chouettes déjeuners, puis à chaque fois je disais qui tu peux me faire rencontrer, et en fait c'est vraiment en discutant avec des gens, ce que tu fais, hein, en écoutant les histoires des uns et des autres, que les choses ont commencé que j'ai pris confiance, voilà, dans peut-être ma capacité à prendre des risques, à faire autre chose. Le fait aussi que c'était pas grave de prendre des risques, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on se lance que voilà, ça change pas. En fait, fondamentalement, on se lance, on réussit pas. Qu'est-ce que ça veut dire réussir, pas réussir? J'en sais rien. Moi, j'ai l'impression, en tous les cas, depuis que je travaille sur ce projet, d'avoir appris un nombre de choses incroyables. Bon, notamment développer un site sur WordPress. Mais pas que ça. C'est avoir un point de vue différent sur le business, avoir un point de vue différent sur la gouvernance. Enfin, il y a plein de choses. C'est un territoire à réflexion et super intéressant. Donc, cette année, c'est vraiment ne rien faire, rencontrer des gens qui ont fait qu'au final, je me suis lancée. Voilà. Mais je trouve ça hyper intéressant, et c'est ce que tu dis. Souvent, on se met la pression et on se stresse quand on veut se reconvertir ou qu'on veut faire autre chose, et on s'accorde pas du temps, ou alors quand on se l'accorde, on culpabilise un peu. Parce qu'on se dit, voilà, les autres, ils travaillent. Moi, je suis en train de prendre un café. Il y a personne dans le café, je comprends pas. Donc, on se culpabilise vachement. Mais en fait, ce que tu dis, c'est que pour toi, ça a été hyper bénéfique. Aussi, tu avais énormément travaillé avant. Moi, c'est pas une question d'avoir énormément travaillé, en fait, parce que je pense que c'est la manière dont je fonctionne, et je pense que beaucoup de gens fonctionnent comme ça et l'acceptent pas forcément. Par exemple, c'est un truc, connais-toi toi-même. Les solutions ne viennent pas forcément parce qu'on réfléchit au problème. Il faut réfléchir au problème, il faut faire des listes, des pros, des cons, etc., bien sûr. Mais il y a un moment où aussi, il faut lâcher. Il faut lâcher et se dire, OK, je vais nager, je vais courir, je vais voir une expo, je vais re-regarder des Friends. Enfin voilà, il faut lâcher en fait. Et faut faire un reset de son cerveau, il faut le laisser reposer. Et c'est un peu ce que j'ai fait pendant cette année, c'est-à-dire lâcher et se dire, OK, et les choses vont arriver. Il faut avoir un peu confiance là-dedans. Et je pense que les gens n'ont pas assez confiance dans ça. Sur cette année, ça a été ça, mais dans mon activité au quotidien aujourd'hui, je fonctionne aussi beaucoup comme ça. Il y a des moments où j'ai un problème, je ne vais pas trouver la solution en restant à mon bureau et en faisant des listes ou en faisant des trucs sur Excel ou en écrivant des choses, etc. En fait, il y a un moment où il faut juste se dire, OK, je ne trouve pas, je trouverai. Voilà, donc je mets ça de côté et puis ça va venir. Voilà. Et ça a été ça cette année. Je mets ça de côté et ça va venir.
Bah oui, mais après, ça vient toujours, c'est sûr. Ouais. Mais non, mais moi, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis et je pense que c'est hyper important de savoir lâcher prise, hein. De toute façon, c'est aussi comme ça que. Enfin, c'est un peu en faisant taire son cerveau qu'on arrive enfin à l'écouter. Enfin, je sais plus c'est quoi, il y a je crois une expression un peu comme ça, je mais pense que c'est un peu ça. exactement ça que je veux dire. Et donc, pour parler de ta nouvelle aventure, ensuite, tu as eu, je sais pas si tu as un déclic ou enfin l'envie de monter ta boîte. Comment ça s'est fait exactement? Ça a été au fil de ces rencontres parce que tu aimais aussi. Déjà, est-ce que tu peux présenter ce que tu es en train de construire? Alors en fait, je suis en train de travailler sur 2 choses en parallèle. Une démarche que j'ai appelée la Bras Révolution, donc avec un questionnaire, une newsletter et un Instagram, bras.révolution. Et là, l'idée, c'est d'engager une conversation avec les femmes autour de la lingerie. Et donc de créer une communauté de femmes qui parlent de lingerie, de toutes les lingeries, et qui échangent sur les marques qu'elles aiment, les types de produits qu'elles aiment, bras, no bras, push, pas de push, sexy, pas sexy, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment le point de démarrage, donc la démarche Bras Révolution. Et en parallèle, je suis en train de travailler au lancement d'une marque qui s'appellera Anna Schaaf, donc qui sortira à la fin du premier semestre 2020, et qui est le résultat de cette conversation que j'ai engagée avec les femmes et notamment d'un questionnaire que j'avais fait avant l'été. L'idée étant que le marché de la lingerie est en train de se polariser avec d'un côté une attente des femmes sur le confort et notamment des plus jeunes. C'est-à-dire que les plus jeunes se sentent beaucoup moins obligées que leurs aînés de porter les soutiens-gorge, de porter les soutiens-gorge tous les jours. Elles refusent l'entrave que peut être la lingerie traditionnelle. Donc, il y a d'un côté ce sujet de confort et de slow bras. Je porte pas forcément de soutien-gorge tous les jours. Je mets ma brassière de sport de temps en temps. J'enlève mon soutien-gorge quand j'arrive chez moi. Enfin, voilà, il y a vraiment ce type de comportement d'un côté. Et d'un autre côté, il y a un gros boom de la lingerie ultra sexy, mais ultra sexy. Et du coup, c'est vraiment les premiers enseignements de ma conversation avec les femmes. Et moi, j'ai décidé de travailler sur cette partie plus slow bras et donc de lancer une marque de lingerie à destination de ces femmes qui n'ont plus envie de porter de soutien-gorge tous les jours. Donc, l'idée, c'est d'avoir des produits qui vont du soutien-gorge, mais jusqu'au caraco à la culotte en coton, donc qui sont sans coque, sans armature, qui protègent et qui soutiennent, et qui permettent d'être jolies, etc. Parce que c'est pas parce qu'on fait du confort que c'est pas joli et sexy, mais avec une approche beaucoup plus souple et beaucoup plus confortable et cool de la lingerie. Voilà. Et du coup, comment tu as réussi à comprendre ces enseignements? Tu es allé à la rencontre, enfin, quand tu dis que tu es allé discuter avec les femmes, tu as fait comment en fait? Alors, j'ai commencé, en fait, pour répondre à ta question juste avant, comment est-ce que j'ai décidé de me lancer? En fait, un jour, j'étais dans Paris, j'avais été appelée par un chasseur de tête pour un super poste de DG. Je me disais, chouette, ça fait toujours plaisir à l'ego. En parallèle, je marchais dans Paris le nez au vent en me disant, j'ai plein d'idées de business et tout. Bref, j'étais contente de moi. On m'appelle, parallèlement j'ai des idées, c'est génial. Puis je suis rentrée chez moi et je me suis dit, non, je ne peux pas continuer comme ça. En fait, il y a un moment, il faut que je choisisse. Et il faut que je me dise, OK, on m'appelle, mais j'y vais. Pas juste on m'appelle et je suis contente qu'on m'appelle. Ou alors, et puis j'ai des idées, OK, mais je les mets sur le papier. Et je fais quelque chose de tout ça, quoi. Je suis pas juste le nez au vent à me dire, bah, c'est chouette. Voilà, je fais rien, mais c'est chouette. Et donc, je me suis assise à mon bureau et c'est là où j'ai décidé de commencer à descendre mes idées. Et alors, c'est très marrant parce que tu as une idée, tu te balades dans Paris, il fait beau, tu la trouves géniale. Quand tu écris chez toi, t'es en face de ton ordi, tu dois juste la résumer en 2 phrases, tu dis ouf, vraiment c'est nul. Et puis ensuite, l'autre truc, c'est admettons que tu réussisses à la résumer en 2 phrases, après tu dis il faut quand même que je pose 3 chiffres sur le papier. Ouf, là aussi, pareil, c'est pas du tout le même trip que quand t'es voilà, gentiment dans Paris sous le soleil, quoi. Donc, et c'est comme ça que j'ai commencé. Et en fait, je me suis très vite dit, j'adore la lingerie, j'adore la lingerie. Et pourquoi j'adore la lingerie? Parce que c'est au confluent de la mode et que j'adore la mode, mais aussi de la politique et notamment la place des femmes dans la société et du rapport au corps. Donc c'est un produit qui est extrêmement compliqué. Les Chinoises ne portent pas les mêmes produits que les Japonaises, qui ne portent pas les mêmes produits que les Françaises. Enfin, les femmes des années 20 ne portaient pas les mêmes choses que les femmes des années 40. Enfin, c'est un sujet qui est, je trouve, passionnant parce qu'il dit beaucoup plus que la mode. Et donc très vite, je me suis dit, en fait, voilà, j'ai envie de faire de la lingerie. Et je me suis dit, je vais la faire différemment de comment je l'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Je vais la faire avec les femmes. Et donc, j'ai commencé par interviewer une femme, puis 2, puis 3, puis 4. Donc, j'ai commencé par ma mère, ma belle-mère, ma belle-sœur, mes copines. Et à chaque fois, je leur disais, donnez-moi 2 mêmes trucs que quand j'ai passé mon année sabbatique. 2 filles de vos copines ou de vos connaissances avec lesquelles je pourrais échanger, prendre un café, parler de lingerie, etc. Et comme ça, j'ai interviewé 100 femmes. Et je me suis rendu compte qu'elles adoraient parler de lingerie. Je me suis aussi rendu compte qu'elles étaient assez... qu'il y avait une forme de frustration
pas un très grand engagement par rapport aux marques qu'elle portait, une forme de frustration sur j'ai plus envie de ça, il y a que ça, ou j'ai des seins comme ça, il y a rien pour moi, voilà. Et donc je me suis dit tiens, je vais continuer et les enseignements que j'ai sentis, c'est là où j'ai commencé à me rendre compte que le no bras c'était pas anecdotique, par exemple. C'est en parlant à 100 femmes, je me suis rendu compte qu'il y en avait quand même un paquet qui portaient pas de soutien-gorge tous les jours, ou qui se posaient la question de moi en porter. Et puis pas forcément que des filles de 20 ans. Et pas forcément que des filles qui mettaient du A ou du B. Donc je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose. Et donc, j'ai lancé un questionnaire, cette fois-ci fermé, et j'ai lancé sur les réseaux sociaux. Et puis, j'ai eu énormément de réponses, j'ai eu 4200 réponses. Et de là, pareil, toujours cette espèce d'insatisfaction par rapport aux marques, cette volonté de porter moins, de porter différemment, de porter mieux. Et je me suis dit, mais il y a vraiment quelque chose à faire, d'autant qu'à la fois en interview et à la fois dans le questionnaire, les femmes ont passé énormément de temps. Les interviews, elles duraient 1 heure, 1 heure et demie, parce que quand on parle de lingerie avec une femme, on parle d'elle. Et donc, ça ne s'arrête pas. Les interviews, j'ai eu 4200 femmes qui ont chacune passé 25 minutes sur le questionnaire. Donc là, je me suis rendu compte aussi que les femmes avaient envie de parler, avaient envie de s'exprimer, que c'était un sujet qui les intéressait. Et c'est là où je me suis dit, OK, je poursuis la conversation. Parce que moi, mon idée au départ, c'est je parle aux femmes pour faire une marque. Et puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, c'est trop dommage. Révolution, ça veut dire quelque chose. Donc, il faut continuer cette conversation. Et donc, c'est là où j'ai lancé la newsletter et l'Instagram. Et puis, c'est comme ça que j'ai identifié ces tendances de marché que d'autres ont identifiées aussi. Il n'y a rien de révolutionnaire, mais je pense qu'il y a quand même... je pense que les marques de lingerie qui sont quand même très traditionnelles, la lingerie, c'est un produit particulier, c'est un produit qui est compliqué à faire, il y a des grosses barrières à l'entrée, c'est un produit qui est très industriel. Et je pense que les marques n'ont pas vu à quel point les femmes avaient évolué dans les 3-4 dernières années. Et poussées par les plus jeunes. Clairement poussées par les plus jeunes, qui sont beaucoup plus féministes, qui assument beaucoup plus leur corps, qui rejettent beaucoup plus les stéréotypes de corps de femmes, etc. Et je pense que les marques n'ont pas complètement vu à quel point c'était pas anecdotique, mais profond, en fait. Et donc, je pense qu'il y a une petite distorsion entre ce que proposent les marques aujourd'hui et ce qu'attendent les femmes. Et l'idée, c'est, en parlant aux femmes, de réussir à proposer quelque chose qui leur corresponde mieux. En tous les cas, qui corresponde mieux à certaines. Parce que je suis assez convaincue que les marques hyper généralistes qui parlent à tout le monde, voilà, ça, c'est pas possible parce qu'il y a des problématiques qui sont très différentes d'une femme à l'autre. Mais très bien servir certaines femmes. Et moi, celles que je veux bien servir, c'est celles qui sont en route pour le no-bras, mais qui n'ont pas envie tous les jours, qui ne sont pas dans une dimension politique de la chose, mais qui sont plus dans une dimension de liberté. C'est-à-dire que quand on ne porte pas de soutien-gorge, je ne sais pas si tu portes de soutien-gorge ou pas, mais quand on ne porte pas de soutien-gorge, on ne voit pas le monde de la même manière. Et notamment une fille comme moi j'ai 46 ans encore une fois, donc j'ai été élevée dans un monde où il était inenvisageable de ne pas porter de soutien-gorge. Mais quand tu sors et que tu ne portes pas de soutien-gorge, t'es pas la même personne, tu vois pas les choses de la même manière. T'es plus libre en fait. Et c'est bien au-delà de la dimension politique ou de la chose, où c'est vraiment cette liberté et ce confort en fait aussi. Je suis complètement d'accord. C'est vrai que moi, j'en porte pas tout le temps, j'en porte pas tous les jours. Après, je sais pas si c'est de la chance ou pas, mais j'ai peu de poitrine. Je me dis quand on en a beaucoup, ça peut être plus compliqué. Et surtout, c'est aussi ce que tu disais tout à l'heure, c'est que le soutien-gorge, on va dire, c'est un élément de soutien aussi de base, mais aussi de protection. Je me dis quand on a une forte poitrine, ça va être peut-être un peu plus compliqué ou plus provoquant. Et justement, la tendance est un peu en train de s'inverser où les femmes maintenant, elles ont compris que non, c'est pas parce qu'elles portaient pas de soutien-gorge qu'elle était provocante, c'est pas parce qu'elle s'habillait comme elle veut qu'elle était provocante. Voilà, on a le droit de faire ce qu'on veut et on l'assume et c'est aussi un peu dans cette que tu as envie un peu de créer tes produits, parce que on voit, oui, c'est vrai que les marques commencent à s'y mettre, mais c'est encore à la marge, je dirais. Voilà, commencer à comprendre qu'on a le droit de faire monter une mannequin qui fait du 46 sur un podium et que c'est pas grave, etc. Et donc c'est en train de se faire, mais à la marge. Et je pense qu'une marque, on va dire traditionnelle, ne peut pas se transformer du tout au tout. Ouais, bien sûr, c'est compliqué. Et toi, vu que tu es au début, tu crées là-dessus. Moi, en fait, l'idée de la marque, c'est de servir toutes les tailles. Ça, c'est hyper important. Mais ce sera pas forcément... pour moi, c'est normal de faire ça. Le sujet, vraiment, c'est la protection et le soutien dans les libertés. La baseline de la marque, c'est sous-vêtements naturistes. Et l'idée, c'est de se dire que quand tu portes ça, tu te sens comme nu sous tes vêtements, tu vois. Et ce qui est quand même un truc... Mais en étant bien. Voilà, c'est-à-dire, tu vois, soutenu, protégé. Pour moi, la protection, c'est assez important parce que même quand t'es no bras, finalement, t'es no bras sous une chemise blanche, complètement no bras, c'est quand même pas simple. T'es no bras sous une chemise blanche, mais tu portes un petit caraco, mais il est joliment décolleté, etc. Ça se voit pas, toi tu le sais, t'es libre, mais les regards autour de toi sont neutres, tout va bien. C'est dans cette logique-là que je suis vraiment permettre de faire les choses
et aider les femmes à assumer ça. Voilà, je comprends j'ai fait dans mon questionnaire, les femmes disent qu'elles sont hyper gênées par les tétons qui pointent, par exemple. 70% détestent ça, l'assument pas, etc. Bah, très bien, trouvons une manière de pas porter tout soutien-gorge et que ça se voit pas. Bah oui, non, mais c'est sûr. Et puis en plus, tu pars vraiment du besoin. En fait, Ouais. c'est souvent ce que les personnes que j'interviewe me parlent, c'est qu'il faut vraiment partir du besoin. Et c'est ce que tu as fait dès le début. Donc c'est super intéressant. Et donc c'est super cool. J'ai hâte que ça sorte. Et du coup, tu as retrouvé un petit peu ton goût de la création, de tout ça que tu avais eu avec Undies. Comment tu vis du coup ces premiers mois de nouvelle entreprise, de nouvelle aventure? Comment ça se passe? Alors ça n'a rien à voir avec Undies parce que Undies, il y avait cette dynamique d'équipe et de groupe qui nous portait quand même. Donc c'est beaucoup plus compliqué parce que donc j'avais fait venir quelqu'un, on n'a pas complètement finalisé les choses. Donc finalement, j'avance toute seule et ça arrive. Toute seule, même si je crée mon écosystème, le groupe de femmes autour de moi, mes copines du business, les freelances, etc. Quand tu es tout seul, en fait, tu te prends de plein fouet tout. Le bien et le pas bien. Les prix qui tombent et qui sont intravaillables. Le dentelé qui t'appelle et qui te dit tout compte fait, tu n'auras pas la matière parce que j'ai vendu à quelqu'un d'autre et toi, tu es petite. Donc voilà, tu l'auras pas. Tu vois, ce genre de choses. En fait, tu te les prends, mais à chaque fois, tu trouves des solutions. Mais finalement, le dentelé était très gentil. Mais toutes ces nouvelles difficiles, tu te les prends seul, en pleine face. Et donc, c'est une vie qui est faite de up and down. En fait, il y a deux trucs qui sont hyper bizarres. C'est up, down, up, down. C'est ce matin, voilà, je te racontais tout à l'heure, avant qu'on commence à enregistrer, j'ai eu des super bonnes nouvelles d'un fournisseur. Voilà, j'étais youhou. Et puis, hier, j'ai une mauvaise... Enfin, c'est vraiment une mauvaise nouvelle sur un autre sujet. En fait, et tu te les prends vraiment de face et c'est un peu difficile de prendre du recul et de se dire, c'est pas grave, on va trouver des solutions. Donc ça, c'est la première chose que je trouve compliquée. Et la deuxième chose que je trouve compliquée, c'est de réussir à trouver l'essence pour mettre dans la machine. En fait, tu es toute seule. Donc, et quand tu pars de rien, ton compte Instagram, au début, il a un abonné. Toi, près de 2, ta maman et toi. 3, ta maman, ta belle-mère et toi. Ton mari s'y met, super. Et tu vas trouver cette énergie pour avancer alors que tu pars de rien. Alors, je sais bien que j'ai un background, une expérience, blabla, des contacts, un réseau, donc je n'ai pas rien. Mais voilà, Etam, il y a 1 million d'abonnés sur Insta, tout le monde connaît. Quand tu dis que tu bosses sur Etam, ça t'ouvre des portes pas possibles, etc. Là, tu pars de rien et il faut que tous les jours, tu n'as pas d'équipe qui vont te donner de l'énergie. T'as pas de... Donc, c'est ces deux trucs que je trouve hyper compliqués. Après, le truc que je trouve génial, c'est de pouvoir penser les choses de manière complètement différente, c'est-à-dire d'avoir une liberté par rapport au positionnement de la marque, aux usines que tu choisis, à tes process de travail, à la manière même dont tu fais tes tailles, à la manière dont tu développes tes produits. En fait, quand tu es dans une boîte, et même Undies, tu étais quand même dans une boîte, il y avait une manière de travailler qui venait d'Etam, qui était là avant moi et qui est encore là chez Undies et qui est très liée à Etam. Là, c'est moi. Je peux réinventer des choses, décider de faire des choses complètement différemment. Je peux décider très vite des choses. On a fait un essayage. Il y avait des produits qui venaient d'une usine et d'une autre. Je suis décidé, OK, on arrête avec cette usine, on part avec celle-là. Voilà, ça va très vite. On peut prendre des décisions très vite. Voilà, donc ça, c'est vraiment chouette. C'est une grande liberté. Mais vraiment, ce côté up and down et ce côté mettre de l'essence, je trouve que c'est compliqué. Et après, tout le monde te dit, oh là, tu montes une marque, tu montes un business, tu dois être sous l'eau. Mais en fait, la vérité, c'est que c'est pas vrai. Tant que tu n'as pas de clients, tu n'es pas sous l'eau. Oui. Non, parce qu'en fait, les échantillons, l'usine les développe. Pendant que l'usine développe les échantillons, OK, tu peux travailler sur le site, réfléchir à comment tu vas shooter. En vérité, tu n'es pas à 200% comme tu as pu l'être chez Etam, etc. Donc, non seulement tu as tes up and down et du mal à mettre de l'essence dans la machine, mais parfois, tu te dis, qu'est-ce que je vais foutre cet après-midi, quoi. Et en fait, oui, bien sûr, tu peux aller traîner au Galeries Lafayette pour voir... je sais pas quel concurrent t'inspirer, tu peux te poser sur ta stratégie de lancement, tu vois, avec ton histoire d'essence, d'énergie à mettre dans la machine, t'as pas toujours le truc. Enfin, voilà. Donc c'est un moment très intéressant, à la fois à titre professionnel, parce que tu fais des choses que t'as jamais faites, t'apprends, t'as une posture, tu vois le business, et moi c'est un peu ce que je voulais, tu vois le business différemment, parce que moi j'adore le business, donc je suis une fille de business, j'ai fait une école de commerce, je suis contente de l'avoir faite, j'ai adoré tout ce que j'ai fait, le tiroir caisse ça me parle, enfin j'aime bien, voilà, et je l'assume complètement, mais c'est vraiment un autre regard sur le business, ça c'est sûr, mais le truc qui est super intéressant, c'est que tu apprends à te connaître, parce que tu te mets en fait dans des situations dans lesquelles tu n'as jamais été. C'est ce que tu dis, c'est que tu es complètement livré à toi-même. Voilà, exactement. Et en fait, quand on est libre, c'est aussi ce qu'on disait un petit peu avant de commencer, c'est que quand on est libre de tout faire,
c'est à nous de prendre la décision. Voilà. En fait, il y a plus quelqu'un au-dessus, ou il y a même pas d'équipe pour nous Oui, guider voilà. un petit peu. Ouais, C'est on nous est les toutes deux, seules. ouais. C'est super compliqué. Et toi, du coup, est-ce que tu es encore en train de trouver comment faire pour mettre de l'essence dans le moteur et comment gérer ces hauts et ces bas, ou tu arrives un petit peu à trouver des solutions, Je trouve des solutions au fur et à mesure du temps et je suis encore en train d'en chercher d'autres et de mettre des choses en place pour que les choses se fassent bien en fait. Mais c'est un chemin en fait, Mhm. c'est vraiment un chemin. C'est un nouveau chemin que j'ai décidé de prendre. Donc il faut que à la fois je crée ce business, mais aussi que je crée ma manière de travailler, mes routines, ma manière de me motiver. Enfin voilà, mais c'est ça qui est chouette aussi, c'est que c'est très marrant en fait. Et puis c'est tout nouveau, enfin, Ouais. il y a plein de nouvelles choses. Ouais, c'est donc clair. c'est sûr que ça doit être super intéressant et motivant. Et du coup, tu as dit deuxième semestre 2020, c'est ça? Deuxième semestre, ouais. Ouais, deuxième Enfin, semestre fin 2020. du premier, début du deuxième. Voilà. Ok, d'accord. Enfin, idéalement, j'aimerais bien que ce soit avril-mai, mais voilà, donc je le dis, mais je préfère. Mais Oui, je on sait jamais. communique sur mi-2020, voilà ce qu'on sait jamais, Ouais. tu vois. Donc, D'accord, ça marche. Et du coup, là, tu travailles sur quoi? Sur tes collections? Sur comment ça se... Alors là, en fait, je travaille principalement sur 3 trucs. Je travaille sur tout ce qui est production. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a validé les tailles de base, parce qu'en fait, en corsetterie, tu as beaucoup de tailles. Et tu as vraiment des structures de produits qui sont très différentes d'une taille à l'autre. Voilà, un soutien-gorge en 90A, il n'a pas du tout la même gueule qu'un soutien-gorge en 100E. Même si, en termes de style, ça peut être la même matière et encore. On a validé les tailles de base. Donc la taille de base, c'est un 90 BM. Et maintenant, on est en train de travailler sur toutes les gradations. Et on est en train de lancer l'échantillonnage de toutes les tailles. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra partir en production. Donc ça, c'est le premier gros sujet sur lequel je travaille, le produit. Ensuite, le deuxième sujet sur lequel je travaille, c'est le site de e-commerce. Ça veut dire cahier des charges qui est écrit. Et maintenant, on travaille avec des agences pour voir avec qui je vais partir en développement, sachant que, encore une fois, la lingerie, c'est particulier. Donc, tu es obligé de faire des développements spécifiques, etc. Mais bon, voilà. Et ensuite, le troisième gros sujet sur lequel je travaille, c'est le go-to-market, donc la stratégie de lancement. Le jour où on a les produits, le site, qu'est-ce qu'on raconte, comment on fait pour que quelques femmes, le plus possible, voilà, aient envie, en tous les cas, de venir voir, d'essayer. Comment est-ce qu'on raconte l'histoire? Comment est-ce qu'on la rend facilement compréhensible, facilement accessible à ces femmes qu'on cible? L'idée, c'est pas d'aller parler à une... Enfin, bien sûr, tout le monde est bienvenu, mais on va cibler des femmes qui sont plus qui se posent déjà des questions, qui sont plus dans le no-bras, qui sont slow bras, qui mettent des brassières, qui alternent, qui assortissent pas forcément tous les jours. Enfin voilà, qui se posent plein de questions sur leur lingerie, qui ont envie de réinventer leur manière de faire. Oui, tu as déjà une cible à peu Oui. près prédéfinie. Ouais. Ouais. Non, c'est sûr. Ah, c'est ça les 3 gros sujets. Ok, ça fait beaucoup. Ouais. C'est pas mal. Et en parallèle, faire vivre la Bra Révolution. Oui, Donc ça veut dire nourrir l'Instagram Bra Révolution, écrire des newsletters régulièrement. Et là, ce que j'aimerais bien faire dans le cadre de la Bra Révolution, c'est lancer un questionnaire à destination des hommes. Parce que en fait, en discutant avec les femmes, je me suis rendu compte que leur rapport à la lingerie était très fortement drivé par le regard de leur significant other, homme ou femme d'ailleurs. Concrètement, une femme qui est avec un homme ou une femme qui n'aime pas la lingerie est très détendue par rapport à sa lingerie, et une femme qui est avec un homme ou une femme qui aime la lingerie va faire très attention à sa lingerie. Donc il y a un vrai sujet sur le regard de l'autre et le regard de son partenaire. Et j'aimerais justement avoir le point de vue du ou de la partenaire. Ok, c'est vrai que c'est super intéressant. Non, oui, c'est sûr que c'est hyper lié à à la sensualité, le corps humain, donc tout ça, c'est sûr que ça joue. Et aussi, tout à l'heure, tu parlais de... tu dis beaucoup que t'es entouré, etc. Comment tu t'entoures, même si t'es seule dans l'aventure? Alors, en fait, j'ai différents niveaux. Le premier niveau, c'est ce que j'ai appelé le groupe des 100. C'est les 100 femmes que j'ai interviewées. Et ces 100 femmes que j'ai interviewées, j'ai continué à avoir une relation privilégiée avec elles via une newsletter. Et aussi via des one-to-one, c'est-à-dire que dans ces 100 femmes qui sont des femmes de mon entourage plus ou moins proches, mais tu vois, quand j'ai un sujet, je sais pas, de digital, j'ai une des 100 que je peux contacter. Donc ça, tu vois, c'est un espèce de... Ces 100 fées qui sont là depuis le début, que j'ai interviewées, avec lesquelles j'ai parlé de lingerie, qui sont particulièrement intéressées par le projet. Et c'est dans ces 100 que je vais trouver mes mannequins pour faire mes essayages sur mes grilles de taille, etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai créé ce que j'ai appelé un comité stratégique. Et ça, c'est 5 copines du business qui ont accepté de venir autour de moi et de me challenger
Donc, toutes les 6 semaines, on se voit. Donc, c'est vraiment du collectif. Et je leur présente où j'en suis. Normalement, pendant 2 minutes, elles me disent c'est super Marie. Et puis après, pendant 1h30, elles me disent tout ce qui ne va pas. Et c'est un petit collectif de femmes qui ont soit des jobs corporate, DG, directrices marketing, soit des entrepreneuses, soit des consultantes, ou des filles de la com. Mais tu vois, des filles vraiment du business qui connaissent la mode, qui connaissent le digital et qui ont cette fonction de miroir, donc de comité stratégique. Et en parallèle, toutes les 6 semaines, on se voit en collectif. Et entre les deux, on se voit en one-to-one, un déj, un machin, où on parle de mon projet, avec leur angle de vue, puisqu'elles ont chacune on va dire, une expertise particulière. Ça, c'est le deuxième point. Et puis ensuite, j'ai des opérationnels avec lesquels je travaille au quotidien, mais qui sont freelance. Donc, j'ai une styliste, puisque moi, je ne suis pas styliste. Et donc, j'ai une styliste que je connaissais d'avant, de ma vie d'avant, avec laquelle je travaille. Une modéliste. Alors, la styliste, c'est la personne qui dessine les modèles. La modéliste, c'est la personne qui les met au point. Et en fait, en lingerie, c'est clé. C'est-à-dire que en fait, la styliste, elle écrit, elle dessine sur le papier et la modéliste va mettre en forme. Et c'est avec elle que tu vas travailler tous les développements techniques. C'est elle qui va travailler avec l'usine. Et là aussi, j'ai une modéliste avec laquelle je travaille, une graphiste avec laquelle je travaille. Et puis là, je suis en train de rechercher d'autres compétences et notamment quelqu'un en planning stratégique pour le go-to-market, justement. J'ai une agence web aussi avec laquelle je vais travailler sur le développement du site. L'idée, c'est vraiment d'avoir différentes couches de personnes avec lesquelles tu as des interactions différentes. Bien sûr, avec les gens, avec stylistes, modélistes, c'est du quotidien, du job de développement. C'est très concret. Le graphiste aussi, c'est les posts, c'est l'identité visuelle de la vraie révolution, de la marque. Le planeur stratégique, ça va être le plan de go-to-market, etc. Donc, c'est très concret. On rentre dans les sujets et on le fait ensemble. Le comité stratégique, et là, c'est un miroir. C'est des filles qui vont aller me challenger, qui vont me dire ça oui, ça non. Ton business plan, il est pas bien là-dessus. C'est dur. C'est les plus durs parce que c'est très désagréable. Et en même temps, c'est très nécessaire. Mais c'est très désagréable. Voilà. Et ensuite, j'ai ce groupe des 100 qui sont mes copines élargies qui sont intéressées à mon projet. Et à chaque fois, je les croise, elles m'en parlent. Alors, ça peut être dans la rue, ça peut être à une soirée de promo HEC, ça peut être une ancienne d'état, ça peut être... Et ça, c'est important aussi. Et par exemple, il y a quelques semaines, j'étais dans une phase down et j'ai écrit une newsletter où je racontais que entre le mythe de l'entrepreneur et la réalité de la vie de merde de l'entrepreneur certains jours, il y avait vraiment un gap assez impressionnant. Et j'ai envoyé cette petite newsletter et j'ai eu énormément de retours. Et ça, c'est génial. Énormément de retours de viens déjeuner, on va prendre un thé, mais non, tu vas y arriver. Enfin, tu vois, et c'est savoir créer. Et là, vraiment, je me suis dit, j'ai su créer un truc qui fait que je suis pas seule. J'ai écrit cette newsletter à un moment où j'étais un peu down. Alors, je l'ai bien tourné, j'ai mis de l'humour dedans, etc. Et ce que j'ai eu en retour, c'est génial. Et je l'ai eu parce que c'est des filles que j'ai interviewées, parce que parce que il y a une histoire qui s'est créée. Donc c'est comme ça que je le fais. Et puis peut-être qu'un jour je m'associerai, tu vois, la vie est belle, longue, faite de pleine de rencontres, etc. Et je suis pas du tout. Peut-être qu'un jour je m'associerai, peut-être qu'un jour je sais pas. Mais en tous les cas, ce que je sais, c'est que toute seule c'est impossible et que quand on est toute seule, il faut structurer. De la bienveillance, de l'exigence autour de... Enfin, on peut pas... on peut être bienveillant vis-à-vis de soi-même, exigeant vis-à-vis de soi-même, mais ça suffit pas. Il faut vraiment qu'il y ait des gens qui t'aident à l'être, quoi. Non, mais je trouve ça hyper cool que tu te sois entourée comme ça et je trouve ça hyper pertinent en plus parce que déjà, ça te permet d'avoir un autre regard que le tien parce que forcément, quand on est seul, c'est un peu compliqué, même si tu as la vie des femmes, etc. C'est compliqué de prendre des décisions, de savoir dans quelle direction on va. Donc, tu as les professionnels d'un côté et en plus, tu as aussi les gens qui te portent aussi et qui te boostent pour avancer parce que, comme tu disais, tu as les hauts et les bas. Quand tu es vraiment toute seule, que tu n'as pas d'entourage ou que tu en parles à personne, etc., c'est compliqué de justement remettre de l'essence dans le moteur, etc. Donc je trouve ça hyper cool de le faire comme ça, quoi. Donc c'est vraiment bien. Et puis après, travailler avec des freelances, ça c'est parce que aussi on n'a pas le choix, parce qu'on n'a pas toutes les cordes à son arc et c'est super. Je crois bien. Que c'est super chouette de travailler avec des freelances. En fait, travailler avec des gens qui ne travaillent pas que pour toi. Enfin, c'est une nouvelle expérience pour moi parce que chez Etam, je travaille majoritairement avec des gens qui étaient Etam mais qui travaillent que pour Etam. Undies, pareil. Même s'il y a quelques freelances qui interviennent, quelques agences. Mais c'est génial de travailler avec des gens qui n'ont pas que toi comme client. Parce que c'est des gens qui, déjà, ont une ouverture d'esprit qui est assez... qui travaillent, qui sont confrontés à d'autres méthodes, d'autres manières de voir les choses, etc. Et puis, c'est des gens qui ne dépendent pas que de toi. Donc, c'est des gens qui sont beaucoup plus challenging dans les interactions. Enfin, je trouve, en tous les cas. C'est-à-dire, tu vois, qui ne sont pas
entre 4 milliards de guillemets, aux ordres. Ouais. Comme tu peux avoir de temps en temps des gens aux ordres dans une entreprise traditionnelle ou plus structurée, tu vois, qui vont moins dire ce qu'ils pensent, accepter plus de choses. Quand tu travailles avec un freelance, il a un temps limité à te consacrer. Il va pas dire oui à tout. Enfin voilà, c'est très riche comme manière de travailler. Ouais, Et c'est je pas pense comme si t'étais leur supérieur. Même pas si, du enfin, tout. Tu n'es pas. Tu es leur cliente. Ça n'a Mhm. rien à voir en fait. Et moi, j'aime bien cette manière de travailler. Ouais, donc tu vas continuer Je potentiellement à trouve travailler que avec des freelances. c'est, en tous les cas, je trouve que c'est très enrichissant. Ouais. Bon, bah, c'est super cool. On arrive presque à la fin de notre échange. Du coup, si j'aime toujours poser ces questions, c'est si tu avais des conseils à donner à des personnes comme toi qui ont envie de se lancer dans une nouvelle aventure. Bon, là, du coup, toi, c'est aventure entrepreneuriale. Est-ce que tu aurais des conseils à donner, peut-être des choses que tu as faites et que tu n'aurais pas dû, ou autres, ou même des conseils qu'on t'aurait donnés et qui t'ont servi, si tu as des petits tips? Des tips, je crois que je suis pas encore assez, j'ai pas encore assez de recul pour pouvoir donner des tips qui auraient été validés en termes d'efficacité. Mais moi, le truc que j'en ai déjà parlé, je pense qu'un des gros conseils que je peux donner, c'est savoir s'écouter. Et savoir s'écouter, c'est pas se regarder le nombril du tout, hein, mais c'est se connaître. Voilà, se connaître et faire quelque chose, ne pas faire quelque chose parce que tout le monde vous dit qu'il faut le faire. Voilà, moi, tout le monde m'a dit, pour lancer un truc, il faut que tu sois deux. Tu ne peux pas lancer un truc toute seule. Et je me suis un peu forcée. Bon, ça l'a pas fait, bien sûr, parce que je me suis forcée. Donc, je me suis forcée. Je me suis dit, il faut absolument que. Donc, ça a été un de mes sujets de préoccupation. J'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Et je pense que ça n'a pas fonctionné pas du tout parce que c'était pas la bonne personne, mais parce que c'était pas le bon moment et que j'étais pas prête à ça. Et je pense qu'il y a un vrai, voilà, quand on se lance, il faut faire ce qu'on a envie de faire, comme on a envie de le faire. Enfin, je pense qu'il y a un vrai sujet de se connaître et faire en fonction de ce qu'on est, de son expérience, de son expertise, voilà. Et c'est pour ça que c'est difficile de donner des conseils parce que pour moi, il n'y a pas de modèle. En fait, une fois que j'ai décidé de me lancer, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs et j'ai rencontré des gens qui avaient tous des histoires différentes, tous et toutes. Et puis des biens, des pas biens, des succès tout seuls, des ratages à trois, des succès en ayant levé de l'argent tout de suite, d'autres en n'ayant jamais levé. Enfin, il y a une espèce on te donne plein de conseils justement. Et moi, je me suis, à force de tous les conseils que j'ai eus, là, je me suis dit, oula, non, je fais une petite pause et je vais juste aller bosser sur mon sujet. Et puis, au fur et à mesure de mes besoins et de mes problématiques, j'irai prendre de l'expérience. Mais c'est pour ça que je trouve pas ça forcément facile. Ça dépend vraiment de tellement de choses. Ouais, il n'y a pas de normes. Ce que tu dis, c'est que chacun doit se connaître et faire comme il a envie. Mais... En fait, je pense que ce qui est important, je pense qu'il y a un conseil que je peux donner, c'est quoi ton objectif? Et je pense que cet objectif, il faut se l'écrire dans un coin et il faut pas le perdre de vue. Ça revient un peu quand je te disais, quand on est DG, on doit avoir une vision, la partager avec l'actionnaire, puis ensuite la porter et pas la perdre de vue. Mais là, c'est pareil. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu le fais? Et il faut quand même t'organiser ensuite pour que ton pourquoi soit satisfait. Voilà, tu le fais pour t'enrichir, tu le fais pour être libre, tu le fais pour inventer quelque chose, tu le fais pour... Il y a plein d'objectifs possibles. Hein, et je pense qu'il faut avoir le courage de se dire pourquoi on fait les choses. Et d'avoir une vision assez claire de pourquoi on fait, etc. Et ça permet déjà de se porter dans l'aventure, d'être porté par l'aventure, mais aussi d'aller dans une direction plutôt qu'une autre aussi. Exactement. Ouais, c'est assez structurant sur tes choix, tu vois, quand tu dis... Enfin, moi, par exemple, je l'ai fait vraiment parce que j'avais envie de créer quelque chose, de réinventer des trucs, de donner un petit coup de pied dans ce business, dans cette industrie qui bouge quand même pas beaucoup, avec un vrai sujet de... Il y a un espèce de challenge intellectuel dans mon truc, et de quête de liberté, une nouvelle manière de travailler, un nouveau chemin, réinventer une deuxième partie de vie professionnelle, etc. Et du coup, si tu fais ça, tu vas pas tout de suite lever de l'argent. Parce que si tu lèves de l'argent, tout de suite, t'es plus libre. C'est fini. Tes objectifs de départ structurent les étapes de développement de ton business. En fait. Et les choix que tu fais. Ouais. Non, mais je trouve ça hyper intéressant. Et quand on dit apprendre à se connaître, parfois je trouve ça hyper dur parce que je trouve qu'on a été... quand on a bossé dans des boîtes potentiellement ou quand on a fait des études, etc., on a été aussi beaucoup... dans des rails, sur les rails, pas formaté, mais on va dire on suit une lignée, quoi. On suit quelque chose. Et donc, on n'a pas forcément appris justement à reconnaître qui on était, à apprendre à se connaître. Toi, tu fais comment pour apprendre à te connaître? Ou comment tu as fait ou comment ça marche? J'ai fait plein de conneries et j'ai essayé toujours d'apprendre de mes conneries. J'ai toujours essayé de regarder en face les conneries que j'ai faites. Voilà, donc ça, c'est un truc assez important. Ça fait pas très plaisir. Mais je pense que c'est un des grosses manières de faire. Et ensuite, je pense qu'on apprend à se connaître
en parlant aux autres, en lisant, en écoutant. Moi, par exemple, en écoutant des podcasts, etc., et en faisant des choses qui ont rien à voir. Moi, par exemple, là, je flambe. Voilà. J'ai fait mon premier marathon, le marathon de Deauville, au mois de novembre. Je courais, mais voilà, j'étais sportive, mais pas. Voilà. Et je me suis mis dans une logique de j'ai 12 semaines, donc 12 semaines d'entraînement intensif, 3 sorties par semaine, plus 3 heures de yoga, le fractionné, la sortie longue, le footing, enfin voilà. Je me suis mis dans un espèce de cadre, mais qui fait que déjà j'ai eu énormément de temps avec moi-même à courir et à me dire, tu vois, à réfléchir. Et puis ensuite, de m'être mis dans ce cadre, ça m'a permis de voir comment je réagissais à un cadre. Est-ce que j'étais capable de le faire à quel moment je craquais En fait, je pense que tout ce que tu entreprends te permet de mieux te connaître. Et ça a été un moment assez intéressant pour moi, quoi. Parce que j'ai touché du doigt un peu ma volonté, ma motivation, ma capacité à m'investir dans quelque chose qui est structurant dans ta vie, bien au-delà de simplement les sorties que tu fais, parce que c'est-à-dire que tu dois changer ton alimentation, ta manière d'interagir avec les gens, etc. Est-ce que je suis capable de le faire ? Oui, ça t'apprend plein de choses sur toi. Ouais, donc en fait, il y a pas mal de choses qui peuvent nous apprendre à nous connaître, en fait. Ouais. Avec les expériences, le sport, les lectures, etc. Ouais. Ça et les podcasts, moi, je trouve que le podcast, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que d'écouter... Moi, j'aime beaucoup le sujet du temps long. Se dire que tu peux passer... En fait, le podcast, c'est fabuleux parce que ça te permet de passer, 2 heures avec Marc Simoncini, 1 heure avec... Enfin, c'est incroyable. Ça ne t'arrive pas dans la vraie vie, en fait. Ouais. Et ce temps long, il te permet de rentrer dans la manière de penser, dans la vie des gens. Tu peux vraiment apprendre sur toi en écoutant, mais pas si tu lis un article, je sais pas, qui fait 5 pages et tu vois que tu lis en 30 minutes ou en 20 minutes, où ça va très vite, etc. Et moi, j'aime bien le podcast parce que ça permet de faire connaissance avec des gens que tu rencontrerais pas ou si tu les rencontrerais, qui n'auraient pas autant de temps à te consacrer. Et ça te permet vraiment d'échanger avec eux quelque part. Enfin, si tu te mets vraiment dans ce mode-là, et d'apprendre plein de choses, ensuite de le confronter à toi et d'en apprendre sur toi. Mais oui, je suis d'accord, en fait, c'est incessant. C'est un peu comme la chance, hein. C'est-à-dire que c'est une question de... Si on s'y met, on n'arrête pas d'en apprendre sur soi-même, quoi. Bah oui, mais c'est plus positif du coup. Ouais, carrément. Ok, super, merci beaucoup. Et comme le podcast s'appelle Bonjour l'Inspi, j'aime bien aussi demander à mes invités ce qui les inspire, que ce soit dans la vie ou pour les motiver au travail ou pour lancer sa boîte. Je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inspire ? Là, tu as parlé quand même pas mal de podcasts, donc potentiellement ça. En fait, je suis vraiment inspirée par les gens que je rencontre. Je trouve que quelque part, il y a rien... Et quand je parle de podcast, c'est de la rencontre. Ouais. En fait, je trouve qu'il n'y a rien de plus inspirant que les gens qui ont fait des choses, réussies ou pas réussies, mais qui sont capables de te raconter ce qu'ils ont fait, pourquoi est-ce qu'ils ont réussi ou pas, comment ils... Donc moi, ce qui m'inspire, c'est vraiment les gens que je rencontre, clairement. Et ensuite, il y a un truc qui ne m'inspire pas, mais qui est très important. Et donc, si je dois donner... Parce qu'en fait, il y a eu pendant très longtemps un gros sujet autour de les gens du business. Et les gens qui réussissent dorment pas, tu vois. Ils dorment 5 heures. À 5 heures, ils se lèvent, ils traitent leur mail. Après, ils font du yoga. Après, ils font de la méditation. Après, ils partent travailler. Après, machin. Et voilà, on a l'impression que, en fait, que si tu regardes, si tu lis des articles ou que tu écoutes des gens, notamment dans le business, mais aussi dans la politique, les gens qui sont très forts, ils dorment pas. Et moi, je pense que le sommeil est une arme. Alors, c'est un truc c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est Robert Ludlum et c'est son héros Jason Bourne qui dit que le sommeil est une arme. Et moi, je pense que pour faire bien les choses, voilà, et pour avoir envie de les faire bien, il faut aussi bien dormir. Ouais. Voilà. C'est un peu débile. Je crois que c'est un peu nul de dire ça comme ça. J'aime bien cette phrase de Jason Bourne qui dit le sommeil est une arme. Et parce que j'en suis assez convaincue, moi. Oui, il ne faut pas passer jusqu'à 22h au boulot, se réveiller à 5h. Exact. En tous les cas, tout le monde n'a pas... Tout le monde n'est pas capable de le faire. Ouais. Et on est vachement plus fort quand on a bien dormi. Et je sais pas, et qu'on a les idées plus claires. Enfin, c'est vraiment... Moi, ce sujet, le sommeil est une arme, j'y crois beaucoup. Non, bah oui, moi aussi. Pour le coup, je trouve ça hyper important de bien dormir. Et c'est vrai que j'ai toujours eu du mal... Après... Peut-être parce que j'étais pas aussi passionnée par ce que je faisais avant, hein.
mais j'avais toujours du mal à comprendre comment les gens pouvaient arriver à 7h au bureau et repartir à plus de 20h. Bon, ça peut arriver de temps en temps parce que t'as un truc à rendre, parce que, je sais pas, il y a des choses qui demandent beaucoup plus d'efforts, etc. Mais j'ai toujours eu du mal quand je voyais que ça durait longtemps, je comprenais pas en fait. Et donc je trouve que c'est hyper important et de dormir, mais aussi d'avoir du temps pour soi, etc. Je trouve que c'est hyper important d'avoir cet équilibre. Donc je suis une convaincue aussi. Donc voilà. Et du coup, pour finir, si les auditeurs ont envie d'en savoir plus sur toi ou sur la Bra Révolution, comment on te suit? Alors en sur fait, Instagram, il y a un Instagram, donc c'est bra.révolution, REVOLUTION. Il y a un site internet aussi qui s'appelle brarévolution.fr. Et sur le site, on peut s'inscrire à la newsletter de la Bra Révolution. Et ensuite, j'ai un profil LinkedIn qui est ouvert à Marichotte. Enfin, j'ai été contactée par pas mal de femmes qui voulaient être sur la newsletter par ce biais aussi. Donc, il y a tous ces moyens pour le moment pour rejoindre la Bra Révolution. Super, j'invite les auditrices et les auditeurs les auditeurs aussi. Hein, oui, parce qu'en plus, tu disais que tu voulais aussi potentiellement faire un questionnaire pour les hommes, ou en tout cas pour les partenaires des femmes. Donc super, de toute façon, je mettrai tout ça en lien en description de l'épisode, comme ça on pourra te suivre. Donc merci beaucoup Marie, et puis bonne journée du coup. Bonne journée à toi. Au revoir Cassandra. Merci beaucoup d'avoir écouté Bonjour l'Inspi. Si ça vous a plu, dites-le moi en vous abonnant sur la plateforme de votre choix, en laissant un avis 5 étoiles et en le partageant autour de vous. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, à me poser toutes vos questions et à me suggérer de nouveaux invités. Vous pouvez le faire sur Instagram, sur le compte Bonjour l'Inspi-podcast ou sur le site bonjourlinspi.fr. Encore merci et à très bientôt pour un nouvel épisode.